c'est un socle de vie. Si on enlève ça, il n'y a plus circulaire en fait. Donc vraiment, c'est de cet ordre-là, quoi. Donc ils viennent chercher l'expertise, mais je pense qu'ils viennent aussi chercher la culture d'entreprise. C'est un feedback qu'on reçoit beaucoup de la part de nos clients. On a réussi à créer une culture positive, une écologie positive et d'équipe, de collaboration. Donc en fait, si n'y a pas une véritable prise de conscience des entreprises sur le fait qu'elles doivent se transformer et aller vers des modèles circulaires, de toute façon, elles seront rattrapées par une réalité économique qui fera qu'elles ne pourront plus exister demain. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture entreprise forte et succès business. Et alors, pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside, c'est un podcast, mais c'est aussi un label qui distingue des entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses, comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors, si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et d'ici là, bonne écoute. Bonjour Stéphanie, bonjour Sarah. Bonjour. Bonjour Vincent. Merci beaucoup à toutes les deux du coup de m'accueillir chez Circulaire pour un épisode qui est un peu spécial puisque c'est une des premières fois que j'ai pas une mais deux invités, ce qui va nous permettre de faire finalement le tour d'une ou même de plusieurs questions, mais notamment d'une autour justement de l'économie circulaire qui donne son nom à votre entreprise. Alors, avant qu'on rentre directement dans la culture de circulaire, etc., est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'économie circulaire ? Oui, bien sûr. Alors, pour l'expliquer très simplement, aujourd'hui, notre économie, elle est à 90% linéaire. Ça veut dire qu'on va extraire les matières premières, qu'on va les utiliser, les transformer pour en faire des produits, qu'on va ensuite jeter. Et ce modèle linéaire, il est problématique pour deux raisons. Enfin, même plusieurs, mais deux raisons principales. La première, c'est que les ressources, elles sont pas illimitées. Et la deuxième, c'est qu'avec cette logique, on a le volume de déchets qu'on produit qui explose, avec les conséquences qu'on connaît sur la santé, la pollution par exemple. Et l'économie circulaire, c'est donc une réponse à ce modèle linéaire et qui porte très bien son nom d'ailleurs parce que en fait, l'économie circulaire, on peut la penser comme une boucle. C'est-à-dire qu'on va, dès le départ, utiliser plus intelligemment les ressources en ayant recours à des procédés comme l'éco-conception, par exemple. Dans l'utilisation, on va faire en sorte d'optimiser au maximum la durée de vie des produits avec des procédés comme la location, la seconde main. Et en fin de vie, on va essayer de récupérer la valeur pour faire en sorte que les produits ne deviennent pas des déchets. Donc c'est l'inverse de ton frigo qui est construit pour durer 3 ans, quoi. Exactement, oui, absolument, c'est ça. On essaye de faire durer au maximum et en fait, la notion même de déchets n'est censée ne plus exister dans le concept d'économie circulaire. En théorie, tu peux valoriser 100% des déchets et donc les remettre dans le cycle. Oui, comme dans la nature, en fait, Okay. Le déchet des uns doit devenir la ressource des autres. Ok, passionnant. Et alors, donc du coup, c'est un peu traditionnel en début de podcast, mais est-ce que vous pourriez vous présenter l'une et l'autre et puis donc nous expliquer ce que c'est que circulaire pour ceux qui connaissent pas encore? Moi, c'est Stéphanie Talévis. J'habite à Paris et je suis actuellement sur un rôle de RH chez Circulaire. Moi, j'ai commencé ma carrière plutôt en banque d'investissement. Et j'étais sur des postes de gestion de projet et de marketing produit. Mmh. Et j'ai eu une prise de conscience écologique très forte en 2016, avec un besoin de m'investir dans un projet qui avait du sens. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré du coup les deux fondateurs de Circulaire, Jules et Raphaël. Rapidement, après les avoir un peu accompagnés en début de projet, je les ai rejoints définitivement. Et depuis, donc, je les accompagne sur la structuration interne de l'entreprise. Aujourd'hui, officiellement, j'occupe vraiment le rôle de RH depuis à peu près 2 ans. Toi, Sarah? Et donc moi, c'est Sarah Bonnet, je suis directrice communication de Circulaire. J'ai la chance d'avoir grandi et de vivre toujours à Biarritz, parce que Circulaire a donc des bureaux à Paris et à Biarritz. Et tu nous fais l'honneur de ta présence aujourd'hui. Oui, c'était l'occasion de venir à Paris voir l'équipe. Et donc, le fait d'avoir grandi justement au Pays Basque, proche de la nature, de l'océan, a fait que j'ai toujours eu une conscience écologique assez
présente sans même forcément le conscientiser, mais voilà, toujours qui est toujours assez présente. Et moi, avant de rejoindre Circulaire, j'ai travaillé 4 ans dans le conseil, dans une agence de communication où justement j'avais pas la chance forcément d'aborder vraiment ces problématiques-là. Et c'est en changeant de job où je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un boulot qui me permet d'aligner mes convictions, mes valeurs profondes avec mon savoir-faire, mon expertise en communication. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Circulaire et pour lequel je travaille du coup depuis plus de 3 ans maintenant. Et pour expliquer peut-être rapidement ce qu'on fait, nous, on est structuré aujourd'hui autour de 3 activités. Donc, on aide finalement les grandes entreprises et les acteurs publics dans leur transition vers une économie circulaire à travers de la formation. On va venir sensibiliser, faire monter en compétences les dirigeants et leurs collaborateurs sur l'économie circulaire. Le conseil, là, on a une équipe de plus d'une vingtaine de consultants qui travaillent aux côtés des entreprises, des acteurs publics sur l'établissement de la feuille de route économie circulaire jusqu'au déploiement de projets tout à fait concrets et opérationnels. Et enfin, on a la création et l'animation de coalitions avec notre coalition historique qui est le Club Circulaire, qui réunit des grandes entreprises et des startups engagées dans la transition circulaire, et d'autres coalitions plus thématiques, avec là, pareil, pour donner un exemple, très récemment, une coalition qu'on a lancée sur la consigne dans l'industrie cosmétique, où on a lancé il y a quelques semaines la première expérimentation de crème de soins consignée en pharmacie. Voilà, donc on réunit des grandes entreprises, là en l'occurrence de l'industrie cosmétique, autour de problématiques précises pour les faire travailler ensemble et qu'elles puissent avoir un impact de fait plus important. Hyper intéressant. Et justement, Stéphanie, tu disais donc, toi, tu as cette prise de conscience écologique en 2016. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus répandu. En 2016, je crois que je me rappelle à peine commencer à voir les premières vidéos d'Aurélien Barraud qui commençait à dire qu'en gros, on allait droit dans le mur, quoi. Et du coup, tu as trouvé un endroit qui te permettait de travailler et de vivre du coup avec ces convictions-là et cette prise de conscience. C'était quoi Circulaire au début? Parce que je crois que tu es la première employée de l'entreprise après les 2 fondateurs. C'était quoi la vision de départ et c'est quoi la genèse de cette entreprise? Oui, alors moi quand j'ai rencontré Jules et Raphaël, ils venaient de rentrer de leur tour du monde, puisqu'ils sont partis du coup dans une 60aine de pays pour aller voir des entrepreneurs et des entreprises qui avaient des solutions d'économie circulaire. Et ils sont revenus voilà, tout plein de ce réseau d'acteurs et aussi d'exemples concrets d'économie circulaire applicables en entreprise. Et à partir de ça, ils ont commencé à aller présenter finalement le fruit de leur tour du monde à d'autres acteurs, des entreprises qui s'intéressaient à peine au sujet à l'époque. Et à partir de là, on a commencé à accompagner des groupes, enfin des grands groupes aussi, sur des sujets d'économie circulaire. À l'époque, c'était plutôt des projets pilotes, mais on sentait qu'il y avait quand même déjà un intérêt pour la question. Et donc Circulaire a commencé vraiment comme ça, dans l'accompagnement vraiment d'acteurs sur ces questions-là, la sensibilisation, la formation et l'accompagnement projet. Et donc moi quand je suis arrivée, du coup j'étais donc la première salariée, donc on était 3 à développer l'activité, et l'intuition forte qu'ont eu les fondateurs, c'était de se dire que l'économie circulaire elle se fait en collaboration et en travaillant en écosystème. C'est-à-dire qu'une entreprise peut très bien avancer sur le sujet en stand-alone, mais que ça peut être encore plus impactant de travailler avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec tous les acteurs de son écosystème. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le Club Circulaire à ce moment-là, qui est vraiment un club d'entreprise autour d'économie circulaire, du partage de bonnes pratiques et un début finalement, un terreau pour créer des collaborations. Donc à partir de là, ce qui aujourd'hui est circulaire vient vraiment de ses premières expériences finalement et ses premières intuitions sur comment commencer à mettre en place cette économie circulaire. Et aujourd'hui, effectivement, on a du coup structuré notre offre autour de ces 3 intuitions, donc la formation, l'accompagnement donc avec le conseil et le club circulaire. Ok, hyper intéressant. Et donc justement, tu disais, c'est bien de travailler en écosystème, etc. Enfin, quand tu conçois l'économie et le mode de production différent, est-ce que tu conçois, parce qu'aujourd'hui tu as un rôle de RH et donc forcément
très impliqué dans l'organisation interne de l'entreprise. Est-ce que tu conçois aussi différemment la manière dont tu organises et tu fais vivre une entreprise de l'intérieur? Est-ce que le fait d'être une entreprise circulaire ou une entreprise à impact de manière générale, justement, a des impacts sur forcément la culture que tu crées, les modes d'organisation, les modes de prise de décision, etc. La réponse est oui, je pense qu'il y a quelque chose d'intégral finalement dans la transition. On vit des transitions plutôt qu'une transition. Et cela, je pense, à un degré effectivement, sur les modèles économiques, dans l'économie, mais aussi dans le travail, notre rapport au travail. Et une des raisons pour laquelle moi j'ai vraiment décidé de rejoindre aussi ce projet, c'est ce besoin de faire différemment. Et Julie et Raphaël avaient ça en commun avec moi, c'est-à-dire qu'ils venaient eux aussi d'un background grand groupe avec un mode de travail, on va dire, plus traditionnel, vertical, et on avait besoin de plus d'autonomie dans notre manière de faire, de souplesse. Et donc voilà, il y a un livre qui nous a beaucoup inspiré, c'est celui d'Yvon Chouinard qui raconte Patagonia. Let My People Go Surfing, qui raconte un peu comment il a créé Patagonia et surtout la philosophie qu'il avait pour la vie en entreprise. Et donc, je pense qu'il y a la question de quand on est dans une entreprise à impact comme la nôtre, on a toujours en arrière-pensée prendre soin de la planète. Voilà, ça c'est une question. Et le corollaire pour moi, et ça va avec, c'est prendre soin aussi de notre écosystème à nous, c'est-à-dire de l'équipe, des gens qui sont là, mais aussi de nos clients, de nos relations avec eux, de nos fournisseurs. Enfin, voilà, donc on est vraiment attentif à toutes ces relations-là et on essaie d'avoir une écologie aussi à ce niveau-là, quoi. Oui, que ce soit ton écologie à toi en tant qu'individu ou dans ton écosystème ou au niveau plus global, effectivement. Et justement, Sarah, tout à l'heure, tu nous expliquais le modèle économique linéaire qui va de l'extraction aux déchets, quoi. Ça, je le visualise bien, la transition vers du circulaire sur une économie de production de biens, on va dire, sur un modèle de service qui est le vôtre, que ce soit du conseil, de la formation, une communauté, etc. Est-ce qu'il y a une circularité, une manière de faire différente par rapport au modèle classique de prestation de services intellectuels? Je pense pas que la question, elle se pose nécessairement comme ça. Mais je dirais que... parce que finalement, bon, on fait du conseil, on a... Stéphanie le disait tout à l'heure, les profils qui viennent chez Circulaire, on a une certaine harmonie finalement dans les profils avec beaucoup de personnes qui sont passées par des grandes écoles, qui ont été dans des grands groupes ou dans des grands cabinets de conseil et qui du coup sont experts de leur sujet. On a vraiment des gens brillants chez Circulaire, on peut le dire, qui sont experts de leur sujet, mais qui, du fait aussi de cette prise de conscience environnementale, n'avaient plus envie, et on le voit, hein, on n'est pas les seuls chez Circulaire dans cette génération-là, plus envie de faire du conseil comme on faisait du conseil dans les 10, 20, 30 dernières années, être dans une entreprise à la papa, un peu traditionnelle, avec des fonctionnements très rigides. En fait, on peut faire le parallèle entre linéarité, rigidité, circularité, souplesse, horizontalité. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Stéphanie. Et je pense que c'est ce que viennent chercher les gens quand ils travaillent chez Circulaire. Et je pense que c'est aussi ce que viennent chercher les clients quand ils travaillent avec nous. C'est-à-dire qu'on va être certes en capacité de leur fournir une prestation de conseil très qualitative, experte sur les sujets. Je pense que le fait d'être pionnier aussi sur l'économie circulaire, on s'est lancé en 2015, très peu de personnes parlaient de circularité, donc on est vraiment reconnu sur le marché pour cette expertise-là. Donc ils viennent chercher l'expertise, mais je pense qu'ils viennent aussi chercher la culture d'entreprise. Et c'est un feedback qu'on reçoit beaucoup de la part de nos clients qui nous disent en fait c'est agréable de travailler avec vous parce que vous êtes expert, mais on ressent cette bienveillance, on ressent cette proximité avec les clients. En fait, je pense que tout le monde a envie de travailler avec quand on pense aux gens avec qui on a envie de travailler, c'est un peu aussi les gens avec qui on a envie de passer du temps. On passe beaucoup de temps avec nos collègues, on passe beaucoup de temps avec nos clients. S'ils sont sympas, c'est toujours plus agréable. Oui, bien sûr. Et puis, tu as forcément une posture d'accompagnement qui est un peu différente de celle du conseil, entre guillemets, à la papa, comme tu dis, avec... T'as 23 ans et tu te pointes en costume cravate alors que t'es le seul dans la pièce élève, mais il faut montrer que toi tu coûtes cher et que on sait pourquoi t'es là. Je fais aussi passer par des cabinets de conseil, je comprends ce dont tu parles. Non mais très clairement, et donc du coup tu disais en 2015 vous étiez pionnier, aujourd'hui l'entreprise a quand même vraiment grandi.
Dans cette croissance-là, vous arrivez jusqu'à une trentaine de salariés, si je dis pas de bêtises. C'était quoi les grandes étapes du développement? Est-ce qu'il y a eu des caps plus ou moins difficiles que d'autres? Parce qu'on sait que justement la culture change aussi. Au début, t'es 0, 5, 10. Donc c'est assez simple, tout le monde se connaît, tout le monde tient dans une pièce. Et puis très vite, les choses grandissent, les gens se connaissent moins, il y a des nouveaux, des anciens, il y a de la structure à mettre. Comment ça s'est passé pour vous? Peut-être pour toi, Stéphanie, qui a du coup vécu ça depuis le début. Oui, effectivement, en relisant l'histoire de Circulaire, enfin, du coup, moi, j'y suis depuis bientôt 7 ans. Je pense qu'il y a eu vraiment 2 phases, on va dire. La première, c'était toute le début de l'aventure, donc jusqu'à à peu près 10 ou 15 collaborateurs. Et là, l'enjeu, c'était qu'on se dise ensemble qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, donc pour résumer, c'est ça. Donc concrètement, c'était se poser pour se dire quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui fait qu'on travaille ensemble et qu'on est heureux de le faire, la raison d'être de Circulaire et la vision commune qu'on se donne. Donc ça a été, je pense, la première partie. Et puis opérationnellement, effectivement, de mettre en place et de stabiliser l'offre et le modèle qu'on voulait développer. Donc c'est ça un peu qui nous a drivé dans cette première phase qui a duré 2 à 3 ans à peu près. Et ensuite, en effet, il y a eu un cap qui arrivait à peu près début 2023, où on s'est dit, bah voilà, là on sait ce qu'on veut faire, on sait où on va, donc on va recruter notamment des consultants pour accompagner davantage d'entreprises sur l'économie circulaire. Et donc on est passé effectivement en très peu de mois de 15 à 30 collaborateurs. Donc là, l'enjeu, ça a été de formaliser tout ce qu'on vivait nous, donc le groupe, on va dire initial, de façon informelle. Donc ça pouvait être vraiment, je pense, tous les sujets qui concernaient la vie d'entreprise, donc la politique salariale, la politique de mobilité, la politique de temps de travail, donc tout ce que nous on vivait, d'ailleurs avec beaucoup de joie parce que c'est des politiques qui avaient beaucoup de souplesse, co-construites, et on avait envie de continuer dans cette veine-là. On a eu besoin nécessairement, avec des nouveaux arrivants, de l'expliciter et de l'expliquer, de présenter aux nouveaux arrivants et qu'ils puissent s'en imprégner et l'adopter et vraiment faire corps avec tout le monde, quoi. Voilà, donc ça, c'était un peu l'enjeu principal. Et je pense que la manière dont on l'a géré, là, on a essayé de faire au mieux. Bien sûr, on a fait des erreurs. Enfin, on est une jeune entreprise. Même les fondateurs, c'était leur première entreprise. Moi, c'était ma première expérience start-up. Donc, je pense qu'on a essayé de bien faire, surtout en étant dans l'écoute. Donc, je pense que ça, c'est une valeur qui nous est chère, c'est-à-dire co-construire les choses, non seulement parce que ça a du sens d'inclure tout le monde, mais aussi parce que c'est plus pertinent pour les politiques qu'elles soient construites pour les gens qui vont les vivre. Construites pour les gens qui vont les vivre, tout à fait, exactement. Donc ça nous a bien aidé d'être dans cette philosophie-là. Et justement, tout cet aspect formalisation, toi, Sarah, tout coup, t'es arrivé juste à la fin de cette première phase et au début de la deuxième. L'aspect de formaliser, d'écrire, etc., et notamment de formaliser la culture, les valeurs, etc. En quoi est-ce que c'est aidant et en quoi est-ce que ça permet justement d'aborder cette deuxième phase plus sereinement? En fait, le travail de formalisation des valeurs, effectivement, je pense qu'il est très important parce que une valeur, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit incarnée et qu'elle veuille dire quelque chose. C'est un peu ce qu'on se disait aussi en préparant l'épisode. Afficher des valeurs sur un site internet, pour nous, c'est pas... Enfin, c'est facile à faire, mais en réalité, ça veut pas du tout dire que ta valeur, elle est incarnée concrètement. Et donc, ce travail de formalisation, en fait, il a été aussi avec l'identification de comportements associés à la valeur ou de comportements qui vont trop loin dans la valeur ou de comportements qui sont complètement antagonistes à la valeur, par exemple. Et le fait de faire ce travail de rationalisation aussi autour de ces valeurs-là, ça permet de bien comprendre dans quel cadre elles s'inscrivent et que chacun puisse être aussi en capacité de se les approprier et de comprendre ce qu'elles veulent dire pour l'entreprise et pour chacun. Et un point, je trouve, qui illustre aussi assez bien l'importance qu'ont les valeurs chez Circulaire, c'est que dans l'onboarding des nouvelles personnes,
on a une personne du board des valeurs dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Tu spoil, là. Spoiler alerte, on a un board des valeurs. Rencontre les nouveaux collaborateurs pour leur expliquer voilà, ce sont nos 4 valeurs, voilà les comportements qui sont associés. Enfin, c'est moins formel que ça, hein. Finalement, c'était bien de le formaliser. Mais voilà ce que ça veut dire. Mais t'as quelqu'un en face de toi qui te l'explique et pas juste la page web, quoi. Voilà, exactement. Elles sont incarnées dans l'humain aussi, ces valeurs. Et alors donc du coup, maintenant que tu as dévoilé que vous aviez chez Circulaire une particularité qui est que vous avez un board valeur. Et d'ailleurs, Sarah, toi, tu es aussi, et même surtout là, ce titre-là avec nous aujourd'hui, puisque non seulement tu es en charge de la communication, mais tu es des membres de ce board valeur. Donc du coup, c'est en transition. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Puisque pour le coup, c'est pas une pratique qu'on voit très souvent. Oui, bien sûr. Alors en fait, déjà pour revenir au point principal, quelles sont nos 4 valeurs? On a 4 valeurs qui sont du coup représentées par ce board des valeurs. Donc notre première valeur, c'est Rise Together, donc je vais dire avec un accent anglais, bien sûr. Bien sûr. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc Rise Together, qui est axé autour de la collaboration, du travail en collectif, du feedback aussi. On dit beaucoup feedback is a gift parce qu'en fait on est convaincu que le feedback te fait grandir. On a ensuite Explore to Inspire qui là encourage à sortir des sentiers battus, à s'inspirer, à ouvrir ses horizons. On a Spread Positive Vibes qui est une valeur ancrée autour de l'optimisme, de la bonne humeur, voilà. Et enfin, j'oublie la 4e, Explore to Inspire, Spread Positive Vibes, Rise Together et Sharing is Caring, bien sûr, qui est celle-ci autour de la bienveillance, du partage et aussi de la transparence. On le disait tout à l'heure, un fonctionnement qui est très horizontal chez Circulaire et la transparence aide aussi à cette horizontalité. Les personnes participent aux décisions et sont informées aussi des décisions du management. Et donc ce board, il est composé de 6 personnes. Donc on a à la fois des personnes du COMEX qu'on appelle Surfboard chez Circulaire. Il y a plein de choses surf chez vous. Ouais. Oui, alors effectivement, il y a une direction artistique qui vient pas mal du Pays Basque. Effectivement, on aime le surf. Mais voilà, donc on a 6 personnes, donc des personnes issus du COMEX, d'autres de toutes les différents niveaux hiérarchiques de Circulaire. Et on se réunit toutes les 2 semaines pour faire un point on commence toujours par une météo d'équipe, est-ce qu'il y a des choses qui nous ont été remontées, comment on sent l'équipe, quelles sont un peu les actualités. On parle aussi parfois de sujets perso. On a Quentin qui vient de rejoindre le board, qui a un chat. Donc souvent le chat fait également partie des visios. Si on est, j'ai touché le micro. C'est pas grave. Si on est en télétravail, bref, on prévoit aussi les activités en lien avec ces différentes valeurs, parce que au-delà d'avoir des comportements associés à ces valeurs, on a aussi des activités tout à fait concrètes. Donc sur Rise Together, par exemple, ça va être de la formation, de la montée en compétences. On a organisé, par exemple, des workshops sur la communication non violente, sur nos MBTI, comment chaque collaborateur a passé son MBTI, et on a ensuite eu une formation sur comment, en fonction des différents MBTI, le management peut être perçu, comment interagir avec ces personnes-là, ce qui était hyper intéressant. L'organisation des soirées, évidemment, parce que c'est quand même important. Donc, Spread Positive Vibes, on a différentes soirées. Je suis obligée de citer la soirée Bélier pour mes collaborateurs qui m'écoutent, parce que nous avons une grande communauté du signe astrologique Bélier. Ça va, donc on va jusque-là, très bien. Chez Circulaire, oui. J'en fais moi-même partie, donc j'étais quand même obligée de le dire. Je suis pas capable de te dire, les gens qui font... Ouais, je comprends mieux maintenant. Très certainement. Je ne dirais pas quel est mon ascendant, mais bref. Et à tel point que donc cette soirée réunit toute l'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, on est 5 béliers chez Circulaire, et on a des béliers qui sont partis de Circulaire, qui ne font plus partie des collaborateurs, qui reviennent chaque année pour célébrer cette soirée. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez ancré. Et voilà, donc en gros, ce board des valeurs, il est là pour faire vivre les valeurs.
organiser les différents événements en lien avec ces valeurs. Il y a aussi des éléments beaucoup plus liés avec nos activités, comme des visites de sites. On a été récemment visiter un centre de recherche et développement sur le recyclage textile. Et ça, c'est lié directement à une de vos valeurs. Oui, Explore to Inspire, absolument. On a aussi des collaborateurs en lien avec cette valeur Explore to Inspire qui ont réalisé des défis assez fous. On a Louis, un de nos collaborateurs, qui est parti pendant plusieurs mois pour réaliser la traversée de l'Atlantique à la nage. À la nage, pardon. À la nage, À la rame. là, si vous aviez pu voir mes yeux, vraiment, j'ai rarement autant écarquillé les yeux parce que ça me paraissait extrêmement ambitieux quand même. C'est son prochain défi. D'accord. Non, pas du tout. Il a traversé. Alors, en fait, j'ai mixé deux histoires. Donc, Louis a traversé l'Atlantique à la rame et Mathieu a traversé le lac Titicaca à la nage. Alors, ce qui est aussi très impressionnant, mais peut-être plus accessible, oui. Quand même. Oui. Voilà, qui sont ça aussi liés aux valeurs Explore to Inspire. Alors, là aussi, je mets un petit disclaimer. Explore to Inspire ne veut pas dire que justement, c'est génial que des personnes puissent mener des projets comme ça. En revanche, c'est pas du tout une obligation. C'est-à-dire que moi, je me souviendrai toujours le premier jour où je suis arrivée chez Circulaire, on faisait un tour de table et autour de moi, il y avait moi, je prépare mon prochain semi-marathon. Moi, là, j'ai escaladé. J'étais ouais, d'accord, oui, ok, mais du coup, j'ai dit, toi, t'aimes quoi? Je dis, moi, j'aime bien le ski, j'aime bien le surf, mais je suis pas du tout une pro. Mais c'était toujours très bienveillant en lien avec nos valeurs finalement. Il n'y a pas que des ultra-trailers chez... Il n'y a pas que des ultra-trailers, il y a des ultra-chillers également. Très bien, voilà, bien joué. Mais voilà, et chacun a sa place. Ok, hyper intéressant. Et donc, alors, évidemment, c'est top d'avoir quelque chose qui fasse vivre ces valeurs-là, notamment à travers des soirées à thème astral. Mais Stéphanie, je voulais aussi te poser cette question-là, d'un point de vue de dirigeante RH, parce que en réalité, souvent, ce qu'on observe, c'est que dans le meilleur des cas, les dirigeants, les fondateurs sont hyper convaincus de la culture, etc., et la font vivre. Dans un cas plus moyen, c'est le DRH qui est en gros en charge de faire vivre la culture. Toi, justement, de ta perspective, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une équipe de collaborateurs dédiés qui fassent vivre ça de manière décentralisée ou déconcentrée, je sais pas quel est le bon mot, mais quels impacts ça a quand on est un dirigeant RH et membre du surfboard d'une entreprise? Ouais, moi je pense que ça n'aurait aucun sens, que je porte toute seule les valeurs. Je suis assez d'accord. Vraiment. Donc il y a une infinité de choses en fait qui découlent de ce board. D'abord, pour dire, il s'est créé naturellement. C'est-à-dire, on a été accompagnés au tout début dans les tout premiers séminaires. Après, on a été en autonomie. Et ils nous ont dit, c'est important d'avoir ce qu'on appelle un porteur ou une porteuse de valeurs. Qui peut incarner une valeur. Mais ça, c'était un peu leur reco. Donc, on a commencé un petit peu à faire ça. Et en fait, les 4 premiers porteurs de valeurs sont eux-mêmes décidés à créer un board, en fait, et à créer cette dynamique-là. Donc, moi, je trouve ça génial quand les choses naissent naturellement, en fait. Ça veut dire que le besoin est là et ça veut dire que c'est tout à fait pertinent. Donc, à partir de là, moi, ce que je peux dire par rapport au board, j'ai vu une formidable opportunité, en tout cas pour la partie RH. D'abord, d'écoute, parce qu'on a, je pense, sur la RH, tout le temps besoin d'écouter ce qui se passe, les besoins de l'équipe, est-ce qu'il y a un sujet prioritaire à aborder, et puis les choses sont tout le temps en mouvement. Donc, je pense que c'est une formidable oreille, entre guillemets. Et que moi j'ai besoin aussi de retour de board des valeurs pour ajuster les actions RH ou les politiques RH. Ensuite, effectivement, comme le disait Sarah, il y a énormément d'animation, de propositions pour vivre l'équipe qui viennent du board des valeurs. Je dirais presque la totalité des actions team building viennent du board des valeurs. Donc, c'est ultra pertinent que ça soit l'équipe qui propose ces sujets-là plutôt que moi en top-down, des choses qui pourraient passer à côté de ce que l'équipe a envie de vivre, quoi. Et ensuite, je dirais que le dernier point, c'est que ça permet quand même justement d'avoir une culture d'entreprise vivante et actualisée. Parce que effectivement, c'est pas des valeurs figées qui sont là parce qu'on les a définies un jour, mais c'est des valeurs qui sont vivantes parce qu'elles sont portées par des personnes vivantes. Donc, typiquement, je dirais, je pense aux ateliers qu'on fait au séminaire. Donc, on a un séminaire annuel
Les valeurs sont toujours à l'ordre du jour. Ok. Et c'est l'équipe, c'est le board des valeurs qui vient proposer une animation autour des valeurs. Donc ça peut être un quiz, ça peut être qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des types de jeux, mais ça peut être aussi des ateliers de réflexion sur comment on peut mieux vivre une des valeurs, ou est-ce qu'on a besoin de la réactualiser, de la redéfinir. Donc ça, pour moi, Tu font c'est toujours de super très bons important. ateliers de séminaires. Complètement. Exactement. Et donc, voilà, pour moi, c'est tout à fait important que ce board des valeurs soit là. Et dernier point, parce que tu parlais du surfboard au Ouais. tout début, on a défini un rôle qui s'appelle le rôle de l'ambassadeur ou l'ambassadrice culture, qui est une personne qui fait partie du board des valeurs et qui est élue par l'ensemble de l'équipe circulaire Ok. pour représenter le board des valeurs au surfboard. Donc le board des valeurs a une voix au COMEX, en fait. Et donc la personne vient partager ce qui se dit au board des valeurs au COMEX. Et ça, c'est vraiment... ça a une valeur énorme pour le COMEX, pour comprendre ce qui se passe et se dire, est-ce que là, on avance dans la bonne direction ou pas sur nos politiques. Et déjà sur une équipe d'une 30aine, où, entre guillemets, tu pourrais encore te dire que c'est facile encore pour les fondateurs de descendre, descendre, c'est pas le bon mot, mais d'aller voir les équipes et de savoir un peu ce qui se passe. Donc, ça, c'est pour ceux qui écoutent et qui ont même des entreprises qui sont encore plus grosses, ça a vraiment une immense valeur d'avoir cette remontée de terrain en bottom-up et pas juste en top-down avec en COMEX où tu fais des suppositions et puis petit à petit tu décales les perceptions entre ce qui est vrai et ce que tu penses qui est vrai, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. Et tu disais justement, ça nous aide d'avoir ces réflexions-là pour nourrir nos politiques, nos pratiques RH, etc. Je sais que vous avez défini, donc tu le disais, Sarah, des comportements, etc., etc. Comment est-ce que tu utilises tout ce socle culturel, Stéphanie, dans tes politiques RH pour avoir une cohérence d'ensemble entre la culture que tu affiches et que tu veux faire vivre et tes processus aussi plus concrets, plus opérationnels et au-delà de l'aspect fun, entre guillemets, des team building, etc. Je vais peut-être prendre un exemple concret. Donc Sarah parlait un peu de Biarritz en début de podcast. Effectivement, on a vraiment 2 bureaux. Donc, et ça depuis 4 ans. Donc les fondateurs sont très attachés au Pays Basque. Et on souhaitait en tout cas pouvoir déménager là-bas et créer un bureau. Et du coup, la question, ça a été ensuite, comment on gère finalement la mobilité entre les 2 bureaux. Enfin, est-ce que quelqu'un qui arrive chez Circulaire et qui passe un an chez Circulaire ou moins et qui veut partir à Biarritz peut le faire. Et donc ça, typiquement, pour moi, c'est une politique qui s'est vraiment nourrie des valeurs de Circulaire. La valeur Explore to Inspire, la valeur... sharing is caring aussi, la valeur d'optimisme. C'était, comment dire, quelque chose de complètement inné pour Circulaire, de se dire, comme pour Patagonia d'ailleurs, on prend en compte non seulement les besoins de la structure en tant qu'entreprise, les besoins opérationnels, les besoins, etc., mais les besoins des personnes aussi. Donc, pouvoir faire un break dans la journée et se dire je vais aller surfer, ou pouvoir faire un break plus long et se dire j'ai envie de passer 2 semaines de télétravail au bord de la mer parce que j'en ai besoin, et c'est normal. Et on doit pouvoir le faire et nos politiques doivent pouvoir refléter ça. Donc c'est pour ça qu'on a structuré du coup une politique de mobilité qui permet aux gens de Paris de déménager à Biarritz au bout d'1 an s'ils le souhaitent, aux gens de Biarritz de revenir régulièrement à Paris. Et entre guillemets, peu importe qu'ils aient des clients à Biarritz ou à Paris, quoi. Peu importe c'est pas qu'il y ait forcément des lié clients à à ça. Biarritz, Ouais. tout à fait. Et on a mis aussi en place un télétravail étendu avec 10 semaines par an de full remote partout dans l'Union européenne. Donc les gens peuvent se dire j'ai vraiment besoin d'un break nature, là je vais aller bosser au bord de mer, en montagne, etc. Et donc ça, vraiment, typiquement, c'est des choses qui sont en écho aux valeurs et en discussion aussi avec le bord des valeurs, quoi. Oui, qui sont vraiment des vrais cas de conscience. Ouais. Parce que pour le coup, c'est un sujet qui est très actuel de est-ce qu'on fait revenir les gens au bureau, etc. etc. Et c'est vraiment un cas où tu dois prendre décision A ou décision B, c'est oui ou c'est non, et donc tu t'appuies sur la culture pour prendre ces décisions-là, quoi, effectivement. Et alors, justement, de manière globale, parce que j'ai aussi souvent le cas des dirigeants qui sont très héroïstes et qui, en gros, qui vont me dire la culture, c'est très bien, mais c'est quoi l'impact ? Et si je vous pose cette question-là sur
en gros la performance de l'entreprise, est-ce que vous avez vu des impacts sur notamment votre performance chez Circulaire au global, que ce soit individuelle ou collective, dans le fait d'avoir autant travaillé et investi sur cette culture d'entreprise? Parce que tout ça se fait pas non plus à coût zéro, quoi, que ce soit du temps, du budget pour organiser même les soirées béliers. Ça, voilà, ça demande quand même un peu d'investissement. Donc est-ce que ça rapporte, entre guillemets, pour le dire en termes purement économie? Alors, d'un point de vue peut-être interne, moi je dirais que ça n'a pas de prix, quoi. Enfin, Mmh. c'est totalement. Alors je dirais même pas que c'est un investissement parce que pour nous ça a été naturel, c'est un socle Mmh. de vie. Si on enlève ça, il y a plus Circulaire en fait. Mmh. Donc, vraiment, c'est de cet ordre-là, quoi. Et je pense qu'il y a 2 axes côté interne qui sont à noter. La partie attractivité talent. Mmh. Enfin, c'est clair que nous, on peut faire la différence, je pense, Très clairement. sur le marché des talents avec ça, parce que avant de venir chez nous, les personnes qui sont motivées prennent le téléphone et appellent quelqu'un de chez Circulaire. Et aujourd'hui, je pense pas mentir en disant que n'importe qui chez Circulaire est capable de citer les valeurs Mmh. et d'en donner des exemples concrets de vie chez Circulaire. C'est toujours un bon quiz à faire. Moi, Voilà. je me réfrène de le faire, j'avoue, en général, parce que ça peut être gênant, mais c'est un bon quiz. Et donc, voilà, effectivement, d'investir là-dedans, ça permet aussi de créer des ambassadeurs, des ambassadrices qui vont parler à des talents de nous. Parfois aussi, on invite les candidats à venir prendre un verre ou à manger avec nous, de venir voir comment se passe la vie sur le plateau. Et en fait, tout ça, ça transparaît en fait dans les interactions, quoi. Et le deuxième axe, je dirais que c'est la rétention aussi des talents. Enfin, c'est-à-dire que des personnes qui ont envie d'un changement de vie ou etc. Enfin, on essaie d'intégrer ça, soit voilà à travers notre politique de mobilité, à travers Explore to Inspire. S'il y a des gens qui ont des projets personnels et qui veulent porter, on l'a fait cette année à plusieurs reprises de donner des congés un peu plus longs pour des gens qui voulaient faire traverser l'Atlantique. Ça prend un peu de temps, il faut Ouais, quelques congés en plus, quoi. C'est ça, plusieurs mois parfois. Là, une personne à Biarritz qui voulait partir au Ghana pour un projet humanitaire, donc elle a pris 3 semaines pour le faire. Voilà, donc c'est des choses qui nous tiennent à cœur et je pense que c'est de plus en plus des besoins qu'on va trouver, quoi, sur le marché du travail. Cette alternance. Et donc, voilà, d'avoir aussi ce cadre-là, ça permet aux personnes de rester chez Circulaire tout en répondant à ces aspirations-là. Et peut-être, Sarah, sur la point de vue externe cliente, tu veux dire un mot? Oui, peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi, Stéphanie, je pense qu'on a... on est plusieurs chez Circulaire à avoir suivi ce chemin-là et je pense que sur le marché du travail, c'est assez révélateur. Il y a des collaborateurs qui quittent leur entreprise parce que elles ne mettent pas en place des choses en faveur de la transition écologique, par exemple, ou elles ne mettent pas en place des mesures de bien-être, en fait, de prise de conscience sincère du bien-être des collaborateurs. Et je pense que, en fait, il faut pas être grand clair pour comprendre que si on est bien traité dans une entreprise, si on prend en compte ses besoins, sa liberté, on travaillera mieux. En fait, je pense que faire confiance aux collaborateurs, que ce soit sur le télétravail, sur les 10 weeks away, sur la flexibilité du travail, je pense que ça responsabilise les collaborateurs qui ont envie de faire bien. En fait, si on vous fait confiance, vous avez envie de montrer que vous êtes digne de cette confiance-là. À l'inverse, si on vous fait pas confiance, justement, en fait, vous pouvez rentrer dans une dynamique délétère avec tout le mouvement aussi du quiet quitting qu'on voit aux États-Unis ou même en Europe et en Europe, où finalement c'est contre-productif pour l'entreprise et pour le salarié. Et d'un point de vue externe, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Je pense que cette culture, elle est tellement forte qu'elle rejaillit aussi à l'externe. Et en fait, c'est ça qui donne envie aux clients de travailler avec nous. Si on regarde nos réseaux sociaux, notre site internet, notre identité, elle est très... elle incarne finalement aussi beaucoup ces valeurs et elle nous permet sur un marché qui est peut-être un peu plus
peut-être morose, un peu plus moins colorée, je dirais, plus terne des cabinets de conseil, de se dire en fait, moi j'ai envie de travailler avec eux parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont l'air à la fois experts mais sympathiques. Et c'est des choses dont vous parlez, ça, avec vos clients, non seulement parce que à la fois ce que vous faites, vous avez quand même un positionnement qui est très marqué, enfin, vous faites sur l'économie circulaire et point barre, quoi, mais sur la manière de faire, la manière de travailler, est-ce que c'est des choses qui viennent, je sais pas, dans des soutenances ou dans même des rencontres que vous pouvez avoir avec des prospects ou dans le cours de la mission sur voilà, notre façon de faire, c'est ça. Oui, ça peut être le cas. Et je pense aussi, on l'a répété plusieurs fois pendant ce podcast, mais la collaboration, c'est quelque chose qui est hyper fort chez nous. C'était une conviction des fondateurs depuis le départ. Et on a créé carrément une division autour de cette collaboration, ces coalitions. Et ce qui nous permet de faire des choses qui n'existaient pas forcément avant. On parlait en introduction de la coalition sur l'industrie cosmétique. On a fait travailler 15 marques de l'industrie, qui est une industrie super concurrentielle, sur des sujets qui vont leur permettre d'avancer ensemble vers du mieux, vers du progrès pour l'industrie, mais qui est ça aussi assez disruptif sur le marché parce que ça n'existait pas avant. Et ça vient aussi de notre culture, notre conviction, où on explique, on croit vraiment à ça, on sensibilise à ces sujets et on montre par la preuve et l'exemple que ça fonctionne. Et voilà, et je pense que ça vient aussi de notre culture et ça a des effets du coup tout à fait mesurables sur l'accompagnement des entreprises qu'on peut mener. Tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Stéphanie, sur en gros, tu disais ça, il y a des gens qui quittent leur job parce que il y a pas forcément, ça satisfait pas leur conviction écologique dedans. Et en t'écoutant, Stéphanie, je me disais en fait ça aurait pu suffire, tu vois, pour l'aspect attractivité. C'est des choses qu'on voit assez souvent sur notamment des entreprises qui ont des missions très fortes et qui à l'inverse vont pas spécialement travailler le comment, c'est-à-dire l'organisation interne, les valeurs, la culture. Quel lien vous faites entre le fait d'avoir justement une mission aussi forte et le fait d'avoir des valeurs qui soient fortes? C'est un peu philosophique comme question, mais voilà, est-ce que vous mettez un lien? Est-ce que l'un se nourrit de l'autre? Est-ce que c'est des choses que vous considérez de manière complètement différente? Bah, je pense que c'est un peu ce que disait Stéphanie tout à l'heure, c'est que on est par essence finalement tellement convaincu de cette transition écologique, et qu'en fait la transition elle est pas unique, elle est intégrale. C'est exactement ce que tu disais, Stéphanie, c'est que elle peut pas aller sans une transition des modèles de travail. On peut pas penser qu'on doit aller vers une préservation plus importante de la planète, des ressources, sans soit ce terme de ressources il est hyper intéressant, c'est qu'on veut protéger les ressources naturelles. En fait il faut commencer par protéger nos ressources humaines. Et ce lien en fait il est complètement évident. Et en tout cas chez Circulaire, on pense pas qu'on peut prôner et plaider pour la transformation profonde des business models, des entreprises vers des modèles plus durables, si nous-mêmes, dans la manière dont on envisage le travail, on n'est pas dans une logique de durabilité et de préservation. Et puis même tout simplement la réflexion que je me faisais en vous écoutant, tu disais Stéphanie, si j'ai envie d'aller bosser au bord de la mer ou dans la nature, etc. Votre raison d'être, c'est de permettre aux organisations de vivre en harmonie avec la nature. Le côté harmonie nous parle. Mais justement, le côté organisation, vous le voyez tous les jours. Ce côté nature, si t'as pas ton expérience de nature, ça devient difficile de rattacher ce que tu fais à une réalité aussi, j'imagine. Et vas-y. Ouais, je peux ajouter aussi que l'écologie, c'est un domaine quand même où on est confronté tous les jours à des mauvaises nouvelles. Oui, surtout en ce moment. Il y a, voilà, vous connaissez tous le problème de l'éco-anxiété. Et je pense que quand on est seul face à ces questions, ça peut être difficile à porter et à se mettre en action. Et je trouve que chez Circulaire, on a réussi à créer une culture positive, une écologie positive et d'équipe, de collaboration. Et du coup, voilà, au quotidien, on travaille sur des questions d'écologie. On sait que les choses ne se passent pas bien parce qu'on est obligé de mettre le nez dans ces questions-là, de lire tous les rapports qui sont, voilà, on ne va pas se mentir, assez sombres. Et on peut le faire parce qu'on est soutenu et qu'on le fait ensemble et dans un esprit positif, dans un esprit d'action et d'action et d'envie d'avoir un impact positif. Ouais. Et alors, pour faire un pas de côté sur cette question de l'éco-anxiété, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui souffre de ça, de ce côté, en gros,
tout brûle et je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu lui recommandes de faire? Comment est-ce qu'on peut encore se sentir acteur et être orienté vers un futur positif et avec de l'action et pas sombrer à l'inverse dans le nihilisme et l'attente de la fin du monde, quoi. Voilà, c'est très gai, mais Bah, c'est tout à fait en lien avec ce que je disais, c'est de pas rester seul, ouais. que de trouver un projet, une action. Alors, il y a pas mal de choses, je pense maintenant, qui se mettent en place. Soit une entreprise, mais ça peut être aussi une asso à côté du travail, ça peut être un collectif, ça peut être une manif. Euh, Dès lors, je pense qu'on est ensemble, on se sent déjà un peu mieux. Moi, en tout cas, c'est mon expérience. Ça n'empêche pas qu'à côté, on puisse effectivement réfléchir à ses propres actions, à ses propres éco-gestes, à ses prochains voyages en avion, etc. Oui, je pense que ça, c'est une réflexion, mais qui se fait en parallèle d'une transformation individuelle. Et pour moi, la transformation, elle se fait pas en restant chez soi ou devant des films qui sont peut-être très bien, mais il y a rien qui remplace finalement le relationnel dans cette mise cette mise en mouvement, quoi, positive. Et justement, sur cette mise en mouvement, une question que je me posais en préparant cet épisode, c'est aussi, donc tu le disais au début, vous accompagnez des entreprises sur des projets pilotes, ce qui était ce à quoi je m'attendais en réalité. J'ai aussi eu sur ce podcast d'autres acteurs de l'économie circulaire. Je pense au Fourgon qui fait de la consigne, je pense à The Keepers qui fait des collecteurs pour qu'on puisse récupérer les contenants. Mais c'est des entreprises qui sont plus ou moins by design autour, enfin circulaire, quoi. On ne fait pas changer changer des modèles. Et aujourd'hui, ce changement, il a forcément un coût, ne serait-ce que business pour les entreprises. Ce changement, qu'est-ce qui le rend, ce qu'il soit possible, j'en doute pas, mais qu'est-ce qui le rend désirable pour les organisations que vous accompagnez? Qu'est-ce qui leur fait se dire, je vais y aller et je vais complètement changer ma manière de faire? Bah, c'est hyper intéressant justement que tu évoques la notion de coût dans ta question. Parce que nous, il y a quelque chose qu'on dit très souvent chez Circulaire et qui se vérifie, c'est qu'en fait, le coût de l'inaction, il sera supérieur au coût de l'investissement dans la transition. Donc en fait, si il n'y a pas une véritable prise de conscience des entreprises sur le fait qu'elles doivent se transformer et aller vers des modèles circulaires, de toute façon, elles seront rattrapées par une réalité économique qui fera qu'elles ne pourront plus exister demain. On le voit aujourd'hui avec les pénuries de matériaux stratégiques, l'inflation du coup liée à ces pénuries, donc les prix qui augmentent, l'accès aussi à ces ressources en lien avec les différents conflits géopolitiques qui nous impactent aujourd'hui directement en tant que citoyens, mais Bien sûr, aussi ouais. en tant qu'entreprise. Donc c'est vraiment la politique de l'autruche là-dessus, elle sera bien plus coûteuse que la politique de l'action. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu anxiogène. Mais nous, ce qu'on essaye, c'est quand même d'être dans un récit positif Bien sûr. autour de la circularité. Stéphanie le disait tout à l'heure, c'est nous, on essaye toujours d'être dans cette vision plutôt optimiste et positive. Et ce récit positif autour de la circularité, il est assez facile à construire parce qu'en fait, la circularité, elle va avoir un impact un impact environnemental et social positif. Parce qu'elle va permettre du coup de préserver les ressources, d'allonger la durée de vie des produits, de maintenir la valeur là où elle est. Sociale parce qu'elle va créer des emplois, des nouveaux emplois dans la réparation, dans le reconditionnement. Il y a des très beaux projets qui se montent sur ces sujets-là. Elle va avoir aussi, elle va permettre aussi une performance économique sur du long terme. Donc c'est un investissement sur du court terme, mais si on voit le long terme derrière, on va avoir des gains économiques. Et on en parlait tout à l'heure, il y a aussi pour les entreprises un sujet d'attractivité des talents. C'est qu'aujourd'hui, Bien sûr. ne pas prendre en compte ces sujets environnementaux, ça vous ferme quand même un vivier de candidats potentiels qui décident aujourd'hui de plus travailler pour des industries polluantes. Est-ce que tu as un exemple justement d'un client ou non, mais d'une entreprise ou d'une industrie qui aurait changé sa manière de faire à grande échelle, entre guillemets, et qui soit pas... Parce que tu as aussi la crainte de... Regarde, on a fait un petit projet très shiny et ça nous fait notre greenwashing pour justement le côté attractivité. Voilà. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient d'un changement comme ça de façon de faire, quoi? Une entreprise vraiment pionnière sur le sujet, entreprise française, c'est Decathlon, qu'on met souvent en avant. Enfin, nous, on a une histoire particulière avec Decathlon parce que Jules et Raphaël ont rencontré
le CEO Monde quand ils sont rentrés de leur Mhm. tour du monde, donc en 2015-2016. Et il avait déjà lui aussi cette conviction-là que ça allait être le prochain switch à opérer, Mm. la bascule vers la circularité. Ils ont passé 3 heures avec lui à discuter, etc. Et depuis ce jour, on travaille régulièrement avec Decathlon sur différentes facettes de leur business model, donc sur le développement de la location, sur l'éco-conception des Mm. textiles, sur la seconde main, sur vraiment différents volets. Et aujourd'hui, c'est vraiment en France une entreprise pionnière sur ces sujets et qui a vraiment complètement basculé. Aujourd'hui, tu t'achètes plus ton vélo, tu vas le louer chez Decathlon. Tes produits techniques, c'est pareil. On n'a pas Mm. besoin d'avoir tout l'équipement de trail, sauf si on va faire du trail tous les week-ends. C'est-à-dire Mais c'est pas le cas de tout le monde. et il y a pour toi une vraie trend là-dessus. Enfin, Il y a t'as toujours le nouveau truc sympa à acheter, quoi. Exactement, mais du coup, autant le louer. Oui, bah, bien sûr. Et ouais, c'est vraiment un bon exemple, je pense, Decathlon sur ces sujets-là. Hyper intéressant. Et donc, on a dit tout ça. Stéphanie, tu le disais, les nouvelles sont pas forcément très bonnes. Dans ce contexte-là, comment est-ce que, en tant qu'entreprise, vous vous projetez? C'est quoi l'ambition pour Circulaire sur on va dire les 3 prochaines années, parce que c'est un bon échelon en général? Aujourd'hui, on travaille avec un petit peu plus de 80% du CAC 40 Ok. sur les sujets liés à la circularité. Mm. Notre objectif, c'est d'aller encore plus loin. Et à terme, on a un objectif qui est d'accompagner 100%, en tout cas, faire en sorte que 100% des entreprises du SBF 120 aient une stratégie d'économie circulaire solide et concrète. Ok. Ouais. Qu'elle soit accompagnée par nous, pas par nous, mais en tout cas, Mm. ça, c'est vraiment un objectif du fait que l'économie circulaire aussi rayonne dans l'écosystème. Continue aussi à accompagner les acteurs publics sur ces sujets. On se diversifie aussi à l'international. Là, on accompagne le gouvernement tunisien sur la mise en place d'une stratégie économie circulaire, donc ça dépasse aussi le cadre européen. Mm. Donc voilà, c'est vraiment continuer à accélérer sur ces sujets, sensibiliser de plus en plus le public aussi à ces sujets-là. Mm. Et voilà, continuer. Et ça, pour le coup, c'est un vrai apprentissage pour moi, et j'imagine pour plein de gens qui nous écoutent. Ça touche le CAC 40, le SBF 120, ces grandes entreprises-là, et pas juste les entre guillemets entreprises missionnaires sur ce sujet qui sont top. Tu vois. Enfin, il y en a plein dans le mouvement Impact France, des choses comme ça, etc. Mais qui restent à une échelle un peu plus petite que des groupes de plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes à travers le monde, quoi. Ah oui, bien sûr. Et nous, pour le coup, on adresse vraiment cette cible-là parce que en fait, c'est ces entreprises-là qui ont les plus gros impacts environnementaux. Bien sûr, ouais. Ça, c'est une certitude. Mais c'est aussi celles qui sont en capacité d'impulser le mouvement et voilà, on parle beaucoup de la théorie du ruissellement, mais là, si ça pouvait avoir Oui. ça pouvait Je m'attendais pas à la trouver ici. Ouais. fonctionner et avoir un ruissellement du coup sur les plus petites entreprises et voilà, montrer, elles peuvent, en fait, ces entreprises-là, elles ont un rôle, que ce soit en France, à l'international, de montrer que c'est possible et voilà, servir d'exemple exactement pour les plus petites. Donc oui, non, c'est sûr que elles vont devoir transitionner. C'est une certitude si elles veulent continuer à prospérer d'un point de vue économique et environnemental. C'est passionnant. Merci beaucoup à toutes les deux. On arrive sur les questions traditionnelles de fin de podcast. La première de ces séquences, c'est, vous avez eu la gentillesse de répondre à plein de mes questions. Donc, je vais vous rendre la politesse. Est-ce que vous avez des questions, vous pouvez en poser une chacune, on va dire, que vous voudriez me poser à moi sur ces sujets hors de culture entreprise, mais bon, si vous avez envie de sortir un peu, vous avez le droit aussi, quoi. Moi, je me demandais, parce que du coup, tu as dû voir pas mal d'entreprises et te poser la question de quelle est la culture finalement qui marche. Grande question, ça. Ouais, donc voilà, peut-être, est-ce que tu as un exemple d'une culture qui t'a marqué, que tu veux nous partager? Entre guillemets, les exemples pour répondre sur ta question de la culture qui marche, je sais pas s'il y a une culture qui marche, mais j'ai des convictions de la confiance, l'autonomie, etc. Ce sont des choses qui marchent, justement. Le côté c'est même pas entreprise libérée, tu vois, mais donner aux gens les moyens de faire. Après, on est aussi tenant il n'y a pas de bonne culture, il n'y a pas de mauvaise culture, il n'y a qu'une culture qui est cohérente avec qui tu es et ce que tu fais. Enfin, tu vois, à l'inverse, je suis là pour prendre un dernier exemple d'un client où, pour le coup, ça m'a marqué. On a accompagné un gros cabinet de conseil qui s'appelle Bearing Point, que vous connaissez probablement. Et moi, j'avoue, quand on a appris cette mission-là, je me disais, où est-ce que je mets les pieds? Je connaissais un peu ce monde-là, etc. Et j'ai été hyper surpris. Tu vois, justement, sur le côté, c'est une organisation, entre guillemets, traditionnelle dans le monde du conseil. Pyramide de grade,
organisations européennes et même mondiales, etc. On a bossé directement avec le COMEX sur leurs valeurs. Et ils font des trucs de dingue. Enfin, ils ont une de leurs valeurs qui est We empower people to succeed. Et on donne on donne aux gens les moyens de réussir. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les gens à Yale ou à Oxford pour se former, notamment sur tous les nouveaux sujets, ces enjeux-là, etc. Et ils le font vraiment, en fait. Et je sais pas si c'est exceptionnel en termes de culture ou de pratique, mais de voir qu'à cette échelle-là, dans cette industrie-là, etc., justement, ils prennent le sujet à cœur et ils le font et ils le mettent en place. Ouais, ça, pour le coup, c'était très surprenant et j'étais très content de bosser avec eux, du coup. Donc voilà, pour te répondre sur ce côté-là. Merci. Sarah, t'avais une question peut-être? Ouais, j'essaie de faire un parallèle. Je me disais, nous, dans notre secteur, on a pas mal d'entreprises du coup qui sont taxées parfois de greenwashing parce qu'elles mettent en avant des engagements environnementaux qui n'en sont pas vraiment. Je me demandais si dans le cadre justement de la culture, ça existait le culture washing. Oui, bien sûr que ça existe. Ça existe tellement que là du coup c'est un instant un peu pub, mais tu sais que Harmony Insight c'est le nom du podcast, c'est aussi le nom d'un label qu'on vient de lancer avec cette idée justement de venir faire un diagnostic, un audit des entreprises pour dire que leur pratique culturelle, et ce que tu vois à l'extérieur, ce qui est affiché, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Ça, pour le coup, le marketing RH, c'est pas une nouveauté. Ça existe, c'est très facile à faire quand tu as un peu de moyens. Et pour le coup, c'est la pratique probablement la plus destructrice pour une dynamique d'équipe. Parce que de l'extérieur, tu te dis c'est génial, et une fois que tu arrives, tu rentres dans le 9e cercle de l'enfer, et donc tu te dis bah c'est pas ce pourquoi j'avais signé, donc probablement tu vas partir, ou encore plus probablement tu vas rester un peu et te brûler un peu les ailes et partir et aller très mal parler de tout ce secteur-là pendant 10 ans. Et vu de l'intérieur, tu te dis mais en fait on fait ces promesses-là, et juste je lis même mes offres d'emploi et je comprends rien de ce qui est écrit dedans. Je n'ai aucune idée de quelle est cette boîte qui, pour le coup, c'est celle dans laquelle je travaille. Donc tu crées une immense dissonance cognitive, et ça, pour le coup, je suis convaincu qu'en termes de marque employeur, ça finit par se payer parce que les gens vont en parler autour d'eux et vont dire non mais chez eux c'est pas vrai. Et pour moi il y a vraiment justement un enjeu, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, de dire il y a des entreprises pour qui c'est sincère, et donc ne pas participer aussi à cette défiance généralisée envers tout ce qui est une entreprise qui est, en gros, forcément, ils sont un peu en train de te mentir pour se servir de toi et gagner de l'argent sur ton dos, quoi. Donc oui, je suis assez convaincu que ça existe. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui font vraiment des choses super, et c'est pas forcément celles qu'on voit le plus, parce que c'est pas forcément celles qui communiquent le plus sur ce qu'elles font. Donc merci pour la question. Et donc ça m'amène à la dernière question traditionnelle aussi sur ce podcast, c'est est-ce que vous auriez un conseil à donner à un de vos pairs, un autre dirigeant, justement pour faire de sa culture entreprise un levier de développement pour son entreprise? Tu veux commencer? Ouais, moi j'ai envie de donner ce conseil-là, c'est de le faire avec ses équipes, ouais, de le faire en collaboration avec ses équipes. Alors bien sûr, ça se fait dans un cadre. Nous, le cadre qu'on avait choisi, c'est des groupes de travail. Donc on a demandé à des volontaires dans la boîte de travailler pendant 3 heures, 3 fois 1 heure. Donc c'est des ateliers assez courts, bien structurés, sur nos politiques, sur nos valeurs, etc. Et en fait, c'est évident, en fait, quand on le fait, que le résultat sera finalement il sera pertinent, en fait, par rapport à l'entreprise. Donc voilà, moi, c'est ça que je donnerais comme conseil, c'est de le faire avec les gens de son entreprise. Et tu dis juste 3 fois 1 heure, c'est tu fais de la création ex nihilo, ou c'est un feedback, un retour que tu fais donner aux équipes sur un premier projet? En fait, la première heure, c'est de collecter un peu les pain points sur actuels, etc. Donc c'est un peu un brainstorm. Oui, en fait, c'est un voilà. atelier de 3 heures, c'est séquencé en... C'est ça, 3 heures. Voilà. Et puis après, c'est l'itération. Donc moi, je travaille entre les deux et puis je récupère les feedbacks des gens sur les ateliers. Super, merci beaucoup Stéphanie. Avec plaisir. Sarah, un conseil additionnel? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie, c'est que il faut qu'elle soit vécue et partagée par tous, cette culture, et pour ça il faut qu'elle soit construite avec les équipes, et je pense qu'elle doit aussi être incarnée par les dirigeants. Nous on a cette chance-là, les valeurs de Circulaire, elles sont profondément aussi incarnées par ses cofondateurs, par son top management, et ça c'est aussi clé, parce que en fait si je devais donner un conseil à un dirigeant, justement, c'est pas aller non plus à l'inverse de ce qu'il est. C'est-à-dire que s'il veut prôner des valeurs qui sont
pas du tout aligné avec ce qu'il est. De le côté ce qui marche et ce qui marche pas. Ouais. Voilà, ça va se sentir et du coup, ça va être ce que tu disais tout à l'heure, il va y avoir une dissonance cognitive insupportable. Donc, il faut être proche de ce qu'on est et essayer d'avoir des valeurs qui émanent de ça et d'aller vers, comme tu disais Stéphanie, une collaboration, une co-construction de ces pratiques. Merci beaucoup. Merci Sarah, merci Stéphanie. Merci Vincent. Merci à très bientôt. Vincent. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.